Bonjour à tous, moi je suis très heureuse et très honorée d'opérer ce lancement de cet ouvrage dans nos locaux. Merci à tous les contributeurs qui ont pu se rendre disponibles et qui sont à nos côtés ou en visio. Et merci aussi au président de la Mutualité française, Eric, d'avoir pu libérer un petit peu de temps pour être présent avec nous sur le lancement de cet ouvrage qui, vous le verrez, nous tient à cœur et je vais y venir. Alors, je pense que pour ce lancement d'ouvrage, il faut le replacer dans le contexte du fonds de soutien Avenir Masfip que l'on a créé avec la Fondation de l'Avenir, maintenant il y a quasiment 7 ans, puisque c'est un fonds qui a été créé en 2014. C'est un fonds que nous avons souhaité créer dans la mesure où nous voulions le dédier à une thématique. Et cette thématique qui a été choisie, c'est une volonté commune de la Fondation de l'Avenir et de la Masfip, c'est la thématique de l'oncogénétique. Alors pourquoi l'oncogénétique? Parce qu'on s'est aperçu très vite que c'était d'abord bien évidemment une discipline d'avenir qui, si elle est connue au sens que la population générale, et ça a été confirmé par une enquête qu'on a très rapidement réalisée, les prédispositions génétiques au risque de cancer sont connues de la population générale, donc de nos adhérents, mais aussi du grand public. Donc cette population sait qu'il y a des prédispositions génétiques. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment, ils se sentent mal informés, avec des surestimations parfois de ces prédispositions, ou des sous-estimations, et que très vite, nous nous sommes dit que nous avions, en termes d'action innovante, à travailler sur cette thématique, bien sûr, en continuant ce que nous avons toujours fait historiquement avec la Fondation de l'Avenir, en travaillant sur des soutiens de projets de recherche médicale, mais également en allant au-delà. Et au-delà, c'est un petit peu, je dirais, le cœur d'activité de la Masfip, qui est une mutuelle d'action sociale qui, je dirais, attribue des soutiens financiers individuels, mais qui a aussi pour objectif d'orienter et d'accompagner, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement social, ses adhérents. Et cette logique d'accompagnement, c'est ce que l'on a voulu réaliser autour de cette thématique de l'oncogénétique. Donc avec un fonds de soutien qui, dès le départ, s'est fixé, avec la Fondation de l'Avenir, plusieurs objectifs. Celui de mieux informer, alors nos adhérents bien sûr, mais plus largement le grand public, les patients, mieux informer sur l'oncogénétique, essayer aussi de mieux accompagner ces patients dans ce qu'on appelle les parcours de prévention, de dépistage, et je dirais même allant jusqu'à ce qu'on appelle la médecine, voire la chirurgie prédictive, et puis le parcours de soins, de consultation en oncogénétique. Donc mieux sensibiliser dans cette démarche, une démarche de prévention qui est majeure en termes d'accompagnement. Et puis l'objectif, il était également, au-delà du grand public, de sensibiliser sur cette thématique les professionnels de santé et également les décideurs publics. J'y viendrai. On verra qu'il y a énormément d'enjeux qui tournent autour de cette thématique. Et puis, je dirais en dernier lieu, et ça nous amène déjà à cet ouvrage, d'essayer d'amener des éclairages sur finalement l'éthique et les questions éthiques, alors en santé, et on verra que justement cette discipline l'oncogénétique amène très vite des questions éthiques et des enjeux éthiques. Voilà replacer un petit peu les objectifs du fonds de soutien. Et d'ailleurs, ce fonds de soutien Avenir Masfip, il s'appelle « Pour la recherche et l'accompagnement oncogénétique ». Donc je pense qu'on avait vraiment bien défini au départ ce qu'on voulait de cette, je dirais, de ce soutien autour de cette thématique. Alors comment on en arrive à cet ouvrage, dont c'est aujourd'hui, dont on fait le lancement aujourd'hui? Très vite, en fonction des échanges qu'il y a eu, dans le cadre notamment du comité de pilotage, qui est composé d'administrateurs Masfip et puis d'équipes de la Fondation de l'Avenir,
on s'est aperçu que cette thématique de l'oncogénétique, elle était en fait au croisement d'un certain nombre d'enjeux, et d'enjeux, je dirais, multidisciplinaires. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas parler d'oncogénétique sans parler d'enjeux sociologiques, sans parler d'enjeux économiques, sans parler d'enjeux juridiques, bien sûr médicaux, scientifiques et technologiques, ça va de soi. Et l'ensemble, je dirais, de cette pluridisciplinarité, très vite aussi, on s'est aperçu que les questions éthiques, elles pouvaient être liées à chacun de ces enjeux. D'où l'idée de constituer un groupe de travail multidisciplinaire, et on sait combien c'est difficile dans ces domaines de rassembler des professionnels de santé, des professeurs de médecine, des chirurgiens, des juristes, des philosophes, des personnes qui sont aussi en recherche d'éthique, de questions éthiques. Là, on est arrivé à le constituer, ce groupe de travail. Il s'est réuni à de nombreuses reprises, hein, sur même plusieurs années. Et au bout d'un certain nombre d'années, je parle là de fin 2019, début 2020, on ne peut jamais arrêter ces échanges. On peut poursuivre des échanges comme ça pendant des années. Mais on avait abouti à une matière qui était considérable compte tenu de la richesse des échanges. Et nous nous sommes dit, on ne peut pas garder cela pour nous. Il faut la valoriser, cette matière. Il faut valoriser ces échanges. Il faut valoriser cette approche multidisciplinaire autour de la thématique de l'oncogénétique. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, réalisons un ouvrage. Et c'est l'ouvrage qui est lancé aujourd'hui, avec, et je les en remercie vraiment, la contribution de l'ensemble des personnes qui ont participé au groupe de travail dit éthique, parce que ça leur a demandé du temps, ça leur a demandé aussi de rédiger des focus dans un langage, je dirais, accessible, et auxquels se sont agrégés, je dirais, un certain nombre d'expertises. Et nous avons retracé dans cet ouvrage une introduction avec, bien sûr, professeur Dominique Stoppalione, qui est une experte reconnue, je dirais, internationale en matière de génétique et d'oncogénétique, qui, je dirais, pose un peu le sujet dans sa globalité. Étienne Cagnard, qui a également accepté de livrer son analyse sur, finalement, quels sont les défis, quels sont les enjeux éthiques en santé. Et puis, les experts qui ont apporté des focus. On a réparti, pour que ce soit plus lisible, dans des chapitres consacrés, d'une part, je dirais, à la connaissance finalement générale de l'oncogénétique, au progrès technologique, au parcours du patient, dans le cadre de démarche de prévention, avec l'accès aux consultations, comment j'informe ma famille, comment je peux être accompagné, voilà. Et émaillé, agrégé tout au long de ces chapitres par des témoignages de soignants, de patients. Et là, on revient, je dirais, en contact avec le terrain, ce qui est une démarche véritablement auquel sont très attachés les mutuelles. C'est ce lien aussi entre le terrain et puis le grand public. Donc, un ouvrage, bien évidemment, qu'on va souhaiter valoriser, qui, le titre, il est assez évocateur, Regard croisé, c'est le côté multidisciplinaire, avec l'éthique en oncogénétique, parce qu'on a bien vu que ces enjeux éthiques, ils étaient au croisement de l'ensemble des autres enjeux. Je donnerai simplement un exemple. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de progrès technologiques sur les dépistages et les tests sur les prédispositions génétiques. C'est ce qu'on appelle du séquençage maintenant de haut débit, même de très haut débit, et que ces progrès amènent, avec un test, à analyser le génome en entier. Et aujourd'hui, on peut avoir des résultats qui vont bien au-delà de la recherche initiale qu'on a effectuée. Et là, on voit déjà qu'il y a un sujet éthique. Que fait-on de ces résultats qui ne correspondent pas forcément à la première recherche? Le patient doit-il en être informé? Qu'en fait le patient? Que fait-on aussi de l'ensemble de ces données?
rien que sur le progrès technologique lié aux tests et donc au séquençage très haut débit, qui est majeur hein, sur l'oncogénétique, on voit bien déjà qu'il y a une question éthique qui arrive, sans parler de la question sociologique, juridique, voire philosophique. Donc voilà, on est, nous, très très fiers de cet ouvrage. On estime que ça participe à l'accompagnement général, à la sensibilisation et à l'information générale de nos adhérents, du grand public. Et j'en terminerai simplement par 3 mots-clés qu'avait recherché Dominique Stopaglione en disant « Si je devais résumer en quelques mots-clés, je dirais quoi ?» Eh bien, je dirais des tests de qualité pour des patients informés et accompagnés. Et je pense que ça résume assez bien ce qu'on cherche à faire, modestement, mais je pense qu'avec le site également public que l'on a ouvert sur cette information générale sur l'oncogénétique, ça participe à justement cette sensibilisation et cet accompagnement dans des situations qui sont quand même délicates, difficiles, et vraiment, quand on regarde les témoignages de patients et de soignants, on se rend compte combien cet accompagnement est nécessaire et important. Voilà, sans aller plus loin, et comme on est véritablement là dans un vrai binôme Fondation de l'Avenir, MASFIP, je vais de suite passer la parole à Marion Lelouvier. Merci Dominique, merci la MASFIP, merci à plusieurs titres hein, de votre accueil aujourd'hui bien évidemment, mais aussi de ce travail depuis 7 ans entre nos 2 entités, un travail qui a été initié par mon prédécesseur Dominique Le Tourneau, et un travail que je suis ravie de prolonger. La Fondation de l'Avenir, elle existe depuis presque 35 ans, exactement pour des événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Des événements d'expertise, mais aussi de publication, de transmission, de collaboration. La Fondation de l'Avenir, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire qu'elle travaille pour l'intérêt général. Et finalement, c'est le prolongement de l'action des mutuelles qui sont constituées pour aider les personnes à trouver des solutions sur des aléas qu'elles ne peuvent pas gérer seules. C'est la suite de leur action de financeurs en tant que complémentaire santé. C'est la suite de leur action en tant qu'opérateur de prévention. La présence du président de la Mutualité française aujourd'hui, M. Éric Chenu, témoigne de ce lien fort qui nous unit. Je précise que avant d'être président de la Mutualité française chronologiquement, Monsieur Éric Chenu était membre du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir depuis 2012, donc depuis déjà un certain nombre d'années, et il connaît bien cet engagement que nous avons. Une fondation, c'est pourquoi je cite des personnes, parce qu'une fondation, c'est une société de personnes, c'est un lieu de rencontre, et c'est ainsi que nos actions se construisent. Elles se construisent parce qu'on se retrouve sur des projets, des envies communes, des projets communs, et on se retrouve parce qu'on crée le lien entre des personnes malades, des personnes en bonne santé, des malades, des soignants, des chercheurs, tout un écosystème finalement d'aide et d'entraide autour de la personne. Et aujourd'hui, depuis son origine, la Fondation de l'Avenir compte sur plus de 60 000 donateurs particuliers et plus d'une 50aine de partenaires qui nous ont accompagnés, et certains nouveaux nous accompagneront demain. Donc l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage, une illustration de cette façon de travailler autour du patient avec un certain nombre d'expertises autour de nous. Et je salue vraiment la qualité des travaux que vous avez menés effectivement dans ce groupe de travail, de réflexion éthique, et de la manière dont vous avez pu le restituer. Je suis vraiment très fière de cette publication aujourd'hui de l'ouvrage, qui va tout à fait dans le sens de l'histoire et dans le sens des orientations que la Fondation a envie de donner pour les années futures. Et donc, je pense que le mieux, c'est de vous donner la parole à vous qui avez largement contribué. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je suis très honorée de représenter l'association. Vous voyez, déjà, je prends la parole et je suis déjà émue parce que forcément, voilà, si j'enlève mon masque aujourd'hui, c'est vous parler d'une histoire qui est très intime, parfois difficile à exprimer pour les patients,
Et c'est totalement la vocation aussi de Génétique Cancer, c'est pouvoir partager nos expériences. Alors, vous me posiez la question de savoir comment j'avais été adressée dans le service. Je n'ai pas été adressée pour la simple et bonne raison que, en fait, je suis une personne qui n'est pas malade. J'ai cette chance. Et si vous voulez, en fait, ma grand-mère, ses sœurs, ma mère, ses sœurs, ses frères ont tous été malades. J'ai une tante qui a eu cette chance de participer à cette recherche d'oncogénétique. Elle a fait partie des pionnières voilà, dans cette recherche. Et quand elle a appris qu'en effet, elle était porteuse de la mutation BRCA2, moi, j'avais 16 ans et ma maman n'était plus là. Donc, ce n'était pas possible, en fait, pour moi d'avoir accès à ce résultat. Et vous imaginez bien qu'à 16 ans, je n'étais pas du tout en capacité de passer ce test génétique. Alors, ce que j'ai fait, moi, et je vous raconte mon histoire singulière, mais elle trouvera sans doute écho dans les personnes qui sont aussi atteintes de ces mutations, comme les ambassadrices qui témoignent ici. Moi, j'ai gardé ce courrier qui avait été adressé à ma tante. Je l'ai mis dans une pochette et puis j'ai attendu 10 ans pour ressortir ce papier-là. Et c'est quand je suis tombée enceinte d'une petite fille que je me suis dit, là, il faut faire quelque chose avec ce courrier. Je veux protéger ma fille, je veux me protéger. J'ai pas du tout envie qu'il arrive la même chose à ma famille que ce qui est arrivé à ma maman, parce qu'elle est tombée malade à 32 ans. Elle est décédée à 42. Donc, j'ai passé un coup de téléphone enceinte jusqu'au cou à l'Institut Curie. Et on m'a donné rendez-vous avec le docteur Stopa Lyonnais. Alors, j'ai attendu la naissance de ma fille, et puis avec mon petit bébé qui avait 1 mois, on est allés toutes les deux à l'Institut Curie, et j'ai passé ce test. Et en effet, 6 mois plus tard, j'ai appris que j'étais porteuse de la mutation BRCA2. Dans ma famille, nous sommes 3 enfants. Donc, mon petit frère a également, dans la lignée, a choisi de passer ce test. Il n'est pas positif. Et mon grand frère, lui, est encore en réflexion. Et si je les mentionne tous les deux, parce que ce sont des questionnements. On parle souvent des femmes, là, pour le cancer du sein. Mais voilà, les hommes aussi sont concernés. Et puis aussi, dans toutes les familles, il y a cette question de savoir, est-ce que je passe le test ou pas? Est-ce que va m'apporter ce résultat? Est-ce que je préfère savoir? Et puis là, je vous parlais de ma fille aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question de savoir que si on est porteur de ce gène, il y a la possibilité de le transmettre aussi à nos enfants. Est-ce que en ayant cette connaissance, est-ce qu'on décide d'avoir d'autres enfants derrière? Ce sont des questions que souvent les personnes qui me contactent pour témoigner me posent. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une petite fille, une deuxième petite fille, en sachant que j'étais porteuse de ce gène. Voilà, certaines se posent cette question aussi de savoir si elles vont continuer ou avoir des enfants dans la lignée. Donc j'ai eu ma deuxième fille 2 ans après ce test. Et c'est elle qui m'a donné le courage, on peut dire, de choisir de faire une mastectomie, une double mastectomie en prévention pour me prémunir. Voilà, c'était un choix qui n'était pas évident. Aujourd'hui, ça me permet aussi voilà, de pouvoir partager ça avec les personnes qui font partie de l'association. Vous me demandiez comment j'ai été adressée à l'association. Alors pour moi, quand j'ai passé le test, en fait, c'était en 2016. C'est l'année où l'association a été créée. Moi, je crois aussi. Voilà. Et je n'ai pas contacté l'association tout de suite parce que je ne la connaissais pas. Elle était à ses tout débuts. Et j'en ai eu l'information quelques semaines juste avant de passer au bloc opératoire. Donc j'ai contacté l'association en leur disant que j'aurais sans doute besoin de soutien, mais plutôt après l'opération. Donc ça aussi, c'est des choses, des questions qu'on peut se poser. Certaines femmes ont besoin d'être accompagnées sur tout leur processus de réflexion pour savoir justement si elles vont poursuivre un suivi, comme moi je l'ai fait pendant 2 ans avec différents examens, ou si elles vont choisir d'avoir une chirurgie ou pas, d'avoir une reconstruction ou pas, une reconstruction à plat, quel type de reconstruction. Voilà, ce sont des sujets qu'on aborde sans phare entre nous. Et puis voilà, donc moi j'ai eu cette opération qui s'est très bien passée. Et quelques semaines après, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, une femme qui avait eu aussi cette intervention.
et on a pu échanger. Et voilà, et quelques mois plus tard, j'ai décidé d'être bénévole dans un premier temps, puis ambassadrice pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Ah, écoutez, par rapport au tout début de l'oncogénétique, 1988, 33 ans, avec le recul maintenant d'un vieux médecin que je deviens progressivement, je reste émerveillé par les progrès qui se sont produits pendant ces 30 années. Quand on a commencé, on suspectait qu'il y avait des risques héréditaires identifiables dans les familles, mais sans en être absolument certain, parce qu'on se disait, après tout, ça peut être la malchance qui fait qu'il y a plusieurs cancers dans une famille. Et puis, début des années 90, les diagnostics sont apparus, les gènes ont été connus, et cela nous a permis eh bien, de commencer à proposer des tests génétiques aux familles, mais à l'époque sans moyens. C'était plus de la recherche que du diagnostic. Et puis dans les années 2000, avec la création de l'Institut national du cancer, eh bien, la prise en charge a pu se professionnaliser et se médicaliser et ne plus être uniquement du domaine de la recherche. Et ça, c'était le premier grand pas en avant, c'était de permettre de faire des diagnostics. Madame évoquait le gène BRCA2, mais il y en avait à l'époque une vingtaine bien qu'on pouvait commencer à tester. Et puis est venue la troisième étape, et qui pour moi est probablement la plus importante, parce que ça ne suffit pas de faire des diagnostics et de trouver des mutations dans les gènes et d'identifier les personnes qui ont hérité du risque par rapport à celles qui n'en ont pas hérité. Ce qui est important, c'est de pouvoir les prendre en charge de façon efficace et de pouvoir les suivre de façon efficace à travers ce qu'on appelle les programmes personnalisés de suivi oncogénétique, qui permettent eh bien, de proposer des mesures de dépistage précoce, qui permettent aussi de proposer dans un certain nombre de cas des mesures de prévention, essentiellement basées sur la chirurgie, mais pas exclusivement. Et là, très rapidement, on a vu l'efficacité de cette prise en charge médicale. Et j'aime bien, le mot est peut-être un peu fort, mais il est pourtant réel, c'est que l'oncogénétique sauve des vies. Nous sauvons des vies parce que nous repérons des personnes à très haut risque de cancer, et par la prise en charge médicale, eh bien, on peut leur éviter, dans un certain nombre de cas, de faire des cancers, ou si elles développent leur cancer, de les traiter efficacement parce que le diagnostic a été fait précocement. L'exemple le plus spectaculaire et le plus simple en termes de prévention et de vie sauvée, c'est le cancer du côlon. Cancer du côlon qui touche les femmes comme les hommes, et où, quand il y a un risque héréditaire identifié, eh bien, on peut proposer des coloscopies dès l'âge de 20 ans aux hommes, aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes, et où, quand on fait ces coloscopies, l'objectif, c'est pas de dépister un cancer précocement, c'est de repérer des petits polypes adénomateux, enlever ces polypes, et en enlevant le polype, et en faire la prévention de ce cancer. Donc le cancer du côlon, grâce à l'oncogénétique, est devenu un cancer évitable, on peut l'éviter, et de ce fait, on sauve des vies, parce que ça reste un cancer qui n'a pas toujours très bonne presse. Et puis la dernière étape qui est apparue plus récemment, je dirais que c'est pour ceux qui développent des cancers, et comme ces personnes sont à très haut risque héréditaire, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui développent le cancer parce qu'on ne peut pas toujours faire la prévention. Et c'est ce qu'on appelle la theranostique, c'est-à-dire où on dispose maintenant de médicaments qui ne sont efficaces qu'à partir du moment où on a identifié une altération génétique. Et l'exemple le plus frappant là est celui de l'olaparib, qui n'est efficace que chez les personnes qui ont des mutations dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2
ou quelques autres gènes, enfin les deux principaux étant BRCA1 et BRCA2. Et donc là, on a un traitement qui est électivement efficace chez ces malades, alors que les personnes qui n'ont pas ces mutations BRCA1, BRCA2, eh bien, ne sont pas sensibles à ce traitement. Et alors, vous me demandiez comment j'avais contribué au développement de l'oncogénétique. On a beaucoup contribué par les travaux de recherche pour identifier de nouveaux gènes, pour comprendre quels étaient les risques. Et c'est vrai qu'il y a un travail auquel on a porté une contribution assez significative, c'est qu'on a montré que les gens qui avaient justement des mutations dans les gènes BRCA1, BRCA2, eh bien, étaient beaucoup plus sensibles au traitement par les sels de platine. Et donc, de ce fait, permettant d'utiliser préférentiellement ce type de médicaments dans le traitement des cancers, ce qui n'était pas obligatoirement dans la panoplie, en particulier de traitement des cancers du sein, alors que maintenant, c'est devenu un traitement que l'on, de ce fait, propose, compte tenu de cette sensibilité accrue quand il y a une altération de la fonction BRCA1, BRCA2, et bien évidemment avec les traitements par olaparib, donc ces inhibiteurs de PARP, qui maintenant sont utilisés dans plus en plus de cancers à partir du moment où on identifie les mutations BRCA1, BRCA2. Voilà, donc c'est vrai que là, en l'espace d'une trentaine d'années, on est passé de l'exploration curieuse des pionniers qui se posaient des questions à maintenant une pratique médicale qui est devenue totalement incontournable et qui doit pouvoir s'appliquer au plus grand nombre. Oui, alors on s'est très vite rendu compte que le moment où on annonce à quelqu'un qu'il est ou qu'elle est porteur ou porteuse, vous voyez que je fais des efforts sur le discours intrusif, d'une mutation ou n'est pas porteur de la mutation, on s'est très vite rendu compte que c'était un moment de tension extrême à la consultation et que chaque mot employé avait un sens excessivement lourd et qu'on ne pouvait pas toujours comprendre parce qu'il dépend de la psychologie et du vécu familial du consultant. Et donc avec la Fondation de l'Avenir et la MASFIP, on a proposé un programme de travail et de recherche sur quelles étaient les conséquences de cette annonce, en particulier chez les très jeunes femmes. Par rapport aux annonces de mutation BRCA1, BRCA2, de risques héréditaires, de cancer du sein et de l'ovaire. Alors quand j'entends très jeunes femmes, c'est les femmes âgées de 20 à 30 ans qui n'ont pas obligatoirement encore accompli leur projet parental, qui n'ont pas eu d'enfants, et où, à travers les séminaires qu'on a pu aménagé avec la Fondation et la MASFIP, on s'est rendu compte de l'attente considérable de ces jeunes femmes et de toutes les questions qu'elles se posent et que finalement elles n'osaient pas poser en consultation quand il faut voir un médecin avec un rendez-vous qui est souvent un peu chronométré de 20 minutes ou d'une demi-heure, et où de ce fait toutes les questions intimes ne sont pas obligatoirement abordées par rapport au vécu familial de la maladie et quelle attitude avoir par rapport à ses seins, par rapport à ses ovaires, par rapport à son projet d'avoir un enfant, par rapport au conjoint, par rapport au regard du conjoint envers sa femme. Et toutes ces questions tous ces séminaires nous ont beaucoup appris sur justement la manière d'accompagner et d'appréhender ces problématiques multiples de la très jeune femme, qui peut aller jusqu'à éventuellement, c'est terrible à le dire, mais selon le vécu familial, aller jusqu'à renoncer elle-même à avoir des enfants.
pour les personnes qui ne veulent pas, par exemple, passer par les étapes du diagnostic prénatal ou du diagnostic préimplantatoire. Et où donc, bien, il est de rôle des équipes soignantes. Alors, je parle bien des équipes soignantes, c'est-à-dire les médecins, les conseillers génétiques, les psychologues et tout le personnel qui peut s'avérer utile dans l'accompagnement, bien d'accompagner ces femmes pour prendre la meilleure décision pour elles et éviter pour certaines peut-être de prendre d'avoir des décisions et des conclusions trop hâtives qu'elles pourraient regretter plus tard. Sans transition aucune, de fait, je voudrais déjà remercier le groupe de réflexion éthique mis en place par la MASFIP de m'avoir invité à présenter l'objectif général d'une recherche. Alors au-delà de la recherche en économie, j'aimerais qu'on ait en tête la recherche en sciences sociales et en sciences humaines, l'économie étant une partie de ces recherches. Alors je le dis pas seulement parce que, à titre personnel, je suis philosophe de formation et non économiste. Néanmoins, et pour répondre à votre question, effectivement, je participe avec des collègues économistes à l'évaluation de 2 plateformes qui ont été mises en place dans le cadre du plan France Médecine Génomique, plateforme Sequoia, plateforme Oragène. Et ce qui nous intéresse beaucoup à travers l'évaluation de ces plateformes, c'est effectivement, ce sont des outils centraux dans l'extension à de nouveaux patients, à de nouvelles situations du séquençage. Alors comment on y travaille en économie, et c'est ce témoignage que j'ai pu apporter au groupe de réflexion éthique, déjà par un effort de coordination. Donc déjà, les 2 plateformes, c'est un seul projet d'évaluation économique. Ça, c'est un point important. Et puis aussi de coordination avec les évaluations économiques dans les projets pilotes, puisqu'il y a aussi d'autres projets en France autour de la question du séquençage. Et puis la deuxième manière dont on y travaille, c'est vraiment en essayant d'être le plus possible en accord avec ce qui se pratique à l'étranger. Par exemple, au Royaume-Uni, autour du programme 100 000 génomes qui avait commencé un tout petit peu avant le PFMG 2025. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça va changer? Alors, du point de vue de l'économiste, on ne va pas répondre de manière directe à cette question. Par contre, on va essayer, de la manière la plus fidèle possible, de mesurer ces changements. Et ça suppose déjà de les identifier. Donc, pour le dire de manière très rapide, l'objectif d'une évaluation économique, c'est de mesurer l'effort collectif en termes de ressources pour des bénéfices de santé pour les individus. Et en fait, cette question finalement très simple, ça suppose vraiment 3 axes de recherche complémentaires. Le premier axe, c'est déjà qu'est-ce qu'on appelle des impacts de santé, des bénéfices de santé. Et en matière de séquençage, en matière de médecine prédictive, le bénéfice pour la santé des individus, on le voit bien à travers le livre blanc, ne se pose pas seulement à travers des critères faciles à évaluer. Je vais prendre un exemple, le délai diagnostique. On espère que le séquençage et la mise en place des plateformes permettent de diminuer le délai diagnostique. Ce qui va intéresser l'économiste, c'est d'essayer de capturer, de mesurer pourquoi c'est important pour les patients, pourquoi ça va améliorer leur qualité de vie. Et puis, il y a aussi toute la question derrière la médecine prédictive de bénéfices pour des tiers, les apparentés. Et derrière bénéfices, il y a aussi des impacts qui peuvent être éventuellement négatifs, c'est-à-dire est-ce qu'une qualité de vie peut être impactée négativement par le fait de savoir que je suis porteur d'une mutation. Et puis, il y a encore un autre niveau de bénéfices qu'on essaye de mesurer, sur lequel on essaye de réfléchir. C'est vraiment des bénéfices pour la société de manière plus générale. C'est présent, les patients en témoignent, les professionnels de santé en témoignent. Les connaissances qu'on acquiert grâce au séquençage et à l'identification de mutations chez des personnes qui présentent ces mutations peut bénéficier à d'autres patients. Donc ça, c'est le premier axe qui est très important. Un autre axe important, c'est vraiment d'essayer de mesurer les préférences de la population. Parce qu'effectivement, du point de vue de l'économie de la santé, on s'intéresse au point de vue de la collectivité. Et ce qui nous intéresse ici, c'est pour quel bénéfice la collectivité est-elle disposée à mobiliser des ressources médicales, des ressources budgétaires. Et là, je prendrai peut-être un seul exemple, mais c'est vraiment un seul. On essaie d'identifier des critères qui sont importants du point de vue de la collectivité. Par exemple, l'égalité d'accès sur l'ensemble des territoires. Quel est le poids de ce critère? Et éventuellement, est-ce qu'il peut rentrer à un moment donné en arbitrage par exemple avec le critère de délai de diagnostic?
Et puis, bien sûr, la dernière dimension qui est très importante, c'est la question des ressources. Et c'est souvent celle sur laquelle on attend l'économiste en premier lieu. Donc, je m'amuse à la mentionner en dernier. On a effectivement un travail en commun avec les collègues de Paris, de Lyon, sur l'évaluation de ces deux plateformes autour de la question des coûts du séquençage. Et cette question-là, en fait, est beaucoup plus complexe. C'est un vrai enjeu de recherche. Au-delà des chiffres un petit peu ronds qu'on voit apparaître de 1000 euros, 1000 dollars, 1000 livres par séquençage, il faut prendre en compte tous les coûts aussi, par exemple de formation, des coûts d'organisation, etc. Et puis, tout dernier point, c'est vraiment d'intégrer les dimensions d'organisation des soins, d'efficacité dans ce sens-là, des questions autour de l'investissement, éventuellement des externalités positives dans d'autres domaines d'investissement dans le séquençage, et puis des questions autour de la tarification, de la simulation, de la réflexion sur des scénarios de tarification permettant d'améliorer l'accès au séquençage. Donc voilà, à titre personnel, ma réponse à la question, c'est non seulement la contribution de l'économie, j'espère vous avoir apporté des éléments, c'est aussi vraiment la collaboration avec d'autres sciences sociales, d'autres sciences humaines, la sociologie dans le livre blanc, la philosophie, et je pense que ces recherches-là sont très importantes pour aider les futures décisions, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a 2 plateformes. Est-ce qu'on doit en avoir plus, augmenter en termes de capacité? On a aussi une liste de préindications. Excusez-moi, j'ai plus le chiffre exact en tête, si c'est 12 ou si on les a déjà élargis. On a des préindications. De la même manière, des décisions vont devoir être prises collectivement pour étendre ces préindications. Donc, ces recherches-là peuvent être très importantes pour informer ces décisions. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et puis vous féliciter pour cet ouvrage qui est vraiment très riche et puis qui présente différentes perspectives, notamment avec des témoignages très touchants, comme vous l'avez dit tantôt. Les différences, en fait, que je perçois sont quand même au niveau de l'accessibilité. Je pense qu'avec les différents plans cancer et aussi sous le leadership de l'INCa, la France a fait le pari, en fait, d'organiser l'oncogénétique au niveau national. Ce qu'on n'a pas, par exemple, ici au Québec, on n'a pas eu une agence sanitaire comme l'INCa qui est chargée de gérer, en fait, l'organisation des soins, de la recherche au niveau du cancer. Et de sorte qu'actuellement, il est comme un peu partout dans le monde, et puis en France, il y a une demande forte, en fait, justement, pour des services en oncogénétique. Et là, on est confronté actuellement en fait, un décalage entre la demande et puis ce qu'on est capable d'offrir. Et donc, ce qu'on a entrepris en France depuis les 10 dernières années, nous, on est en train de les mettre en place, en fait, ici. Comment trouver les moyens, justement, pour favoriser l'accessibilité aux tests, aux consultations oncogénétiques, alors qu'en France, vous avez justement les différents sites de consultation en oncogénétique un peu éparpillés sur le territoire national. Je sais qu'il y a sans doute aussi des problèmes d'accessibilité, mais ce problème-là, il est beaucoup plus important ici au Québec et au Canada comparativement à chez vous. Par contre, au niveau juridique, je pense quand même qu'il y a des points de convergence, notamment où on a parlé tantôt finalement avec le développement de la génomique et puis la possibilité, par exemple, de faire des exomes complets ou des analyses de génome complet avec les découvertes fortuites. Ici, il y a quand même... on respecte quand même l'autonomie du patient, comme ce qui est le cas aussi en France d'une certaine façon. Et puis aussi, l'information de la parentèle, elle est aussi, on laisse quand même on va dire un peu la liberté d'une certaine façon aux patients d'informer ses apparentés. Donc, voilà le parallèle que je peux faire justement entre la France et le Québec de ce point de vue-là. Oui, en fait, le projet Perspective est un projet, en fait, actuellement, on est en phase d'implémentation. Donc, on essaie de voir les conditions de mise en place d'un dépistage
qui est basé non pas seulement sur l'âge, donc actuellement c'est actuellement le cas, hein, à partir de 50 ans, on propose des dépistages tous les 2 ans et je pense que c'est un peu la même chose partout, en faisant l'hypothèse que le risque de développer le cancer du sein est à peu près la même chose pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas. On a vu à travers les différents témoignages que le risque, il y a des personnes qui sont très, très haut risque et donc le pari, le rationnel de l'étude perspective, c'est de voir est-ce qu'on pourrait grâce aux avancées des innovations dans le domaine de la génomique, on est capable actuellement d'évaluer le risque d'une femme de développer un cancer du sein sur un horizon temporel de 5 à 10 ans en utilisant par exemple l'information génétique. On va utiliser ce qu'on appelle un score de risque polygénique. Donc, on va évaluer, là, c'est pas les gènes à haute pénétrance comme BRCA1, BRCA2, mais plutôt des variants génétiques communs qui, prises individuellement, n'ont pas de valeur prédictive, mais quand on les met ensemble, permet en fait de distinguer les personnes qui sont susceptibles de développer un cancer du sein versus les autres. Et on combine cette information-là avec des facteurs de risque classiques du cas des cancers du sein. Et là, on peut définir des catégories de risque de développer le cancer du sein. Et à partir de ce moment-là, on adapte les modalités de dépistage du cancer du sein en fonction de ce risque-là. Donc, pour des gens qui auraient un risque de cancer élevé, ben, on pourrait avoir un dépistage qui est plus personnalisé, avec des peut-être plus rapproché, et pour les personnes qui ont un risque plus faible, ben, aussi un dépistage qui est adapté à ce risque-là. Donc, on est en train de mettre en place l'implémentation de ce type de dépistage-là qu'on appelle personnalisé. Dans le contexte de la France, je pense qu'il y a une étude aussi qui est actuellement en cours, qui est au niveau européen, dont l'investigatrice principale est la docteure Suzette Delaloge, que vous connaissez, de l'Institut Gustave Roussy. Et donc, on travaille justement avec ces équipes-là pour voir si ce type de dépistage-là pourrait être mis en place aussi en France. Donc, voilà. Merci d'abord de cette référence aux États généraux de la santé, parce que c'était un moment de débat important qui a eu une retombée majeure pour notre pays et surtout pour la population. C'est la loi droit des malades, dont nous allons d'ailleurs fêter les 20 ans dans quelques mois, le 4 mars 2022. Et finalement, ce besoin de débat rejoint tout à fait la démarche autour de l'oncogénétique. Alors on pourrait prendre l'exemple sur le débat dans l'actualité sur la grande sécu. Je le cite parce que finalement, c'est une démarche assez identique qu'il faudrait pour ce débat à celle des États généraux, parce que on a toujours tendance, sur des questions de santé, à réduire finalement le champ à des questions techniques ou d'institutions ou de connaissances, sans prendre suffisamment en compte celui pour qui le système est fait, c'est-à-dire le patient. Et si je prenais l'exemple de la grande sécu, c'est parce que finalement, quel est le débat essentiel aujourd'hui en matière de protection sociale? C'est prendre en compte les évolutions épidémiologiques et du coup les besoins d'accompagnement, les besoins de prévention qui se révèlent avec le progrès médical et avec finalement le succès de la médecine et la chronisation des pathologies. Les questions d'organisation, ça a été dit avec des comparaisons entre les différents systèmes, et la prévention, je l'ai dit. Et finalement, quand on regarde ces trois dimensions que je viens de citer, ben on retrouve toutes les dimensions du débat autour de l'éthique et de l'oncogénétique, puisque on a besoin d'une prise en charge organisée, d'une organisation pour la diffusion de l'information. On a besoin de prendre en compte les 30 ans de progrès absolument considérables que Yves Jean-Bignon a décrit. Et on a besoin effectivement d'intégrer une démarche de prévention dans un environnement d'incertitude, ce qui n'est pas très très simple. Et remettre la loi droit des malades, je faisais référence, elle prévoyait des éléments très concrets, par exemple l'accès à l'information. Et l'accès à l'information brute, on voit bien que ça n'a aucun sens face à l'information notamment qui est liée aux prévisions ou aux probabilités qui sont liées à certaines caractéristiques génétiques. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il faut marier ces dimensions, accès à la connaissance, dimensions collectives avec des dimensions individuelles. Vous avez fait référence aussi au centre d'éthique clinique de Cochin. C'est exactement
ce qu'essayait de faire ce centre d'éthique, c'est-à-dire que derrière des grandes recommandations, c'est la prise en compte de la singularité de chacun, des attentes un petit peu différentes des uns et des autres. Et finalement, on voit bien que on est sur des questions de santé dans une grosse difficulté d'articulation entre cette dimension collective et individuelle. Prendre un autre exemple, et puis je vais m'arrêter là, d'actualité récente, c'est la vaccination. La vaccination, on voit bien qu'il y a des raisonnements qui, sur le plan de la raison, des arguments scientifiques, sont absolument incontestables. Et puis, ça ne passe pas toujours auprès de la totalité de la population. Ça veut dire que notre approche des questions de santé, elle n'est pas seulement rationnelle, elle a besoin effectivement de la construction d'un type de relation un peu spécifique, et l'oncogénétique, je trouve, répond parfaitement bien à toutes ces difficultés. C'est même probablement des domaines où elle s'exerce avec le plus de force et d'acuité, précisément parce qu'il y a une zone d'incertitude, et précisément parce que les progrès de la génétique permettent de réduire cette incertitude sans pour autant la rendre négligeable. Donc c'est extrêmement important, et finalement cet ouvrage, c'est, j'allais dire, une sorte d'éloge de la complexité, c'est-à-dire d'être capable de prendre conscience effectivement que tout n'est pas binaire dans la santé, bien loin de là, et que pour autant, on n'est pas dépourvu de solutions dès l'instant qu'on met en place des outils de dialogue, des outils de rencontre, des outils d'échange entre les professionnels de santé, entre les patients, entre les réflexions éthiques et philosophiques. Et je crois que c'est absolument majeur. Alors, qu'est-ce que les mutuelles peuvent apporter? Typiquement, ce genre de démarche. Je trouve que c'est extrêmement original. Et on voit bien, là encore, que sur les débats, sur la place des mutuelles, le Grande Sécu, on réduit ce débat aux aspects financiers. Ils sont majeurs, évidemment, dans l'accès aux soins, mais ils ne sont pas uniques. Et on voit bien que toutes les questions d'accompagnement, toutes les questions d'outils pour permettre effectivement le dialogue, ils sont extrêmement plus faciles à mettre en œuvre quand ils le sont par des institutions qui ont une relation de confiance avec leurs adhérents, ce qui est typiquement le cas des mutuelles. Et je pense que voilà, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui, au-delà de son utilité tout à fait pratique et de ce qu'il apportera à tous ceux qui le liront, et patients comme professionnels de santé, c'est aussi la démonstration effectivement du rôle que peuvent jouer les acteurs intermédiaires dans notre société face à des problèmes complexes et qui ne se réduisent pas à des solutions binaires comme on le présente trop souvent. Merci à vous, merci à Dominique et à Marion pour leur invitation. Peut-être en écho avec ce que vient de dire Étienne, les mutuelles, il a raison, sont questionnées sur leur sens, leur utilité, leur efficacité. Eh bien, je crois qu'au travers la démarche commune entre la MASFIP, la Fondation de l'Avenir, avec l'existence de ce guide, on voit tout le sens de ce qu'est l'action mutualiste. Faire en sorte que la prévention soit accessible au plus grand nombre, qu'on puisse pousser des actions de prévention personnalisées. Pas seulement le fait de promouvoir de l'information, ce qui est déjà extrêmement utile, mais de le faire de la façon la plus personnalisée possible. Deuxième élément extrêmement important quant au sens et à l'efficacité des mutuelles, c'est de faire en sorte que l'innovation qui est derrière l'oncogénétique dans la prévention des cancers, bien cette innovation soit accessible au plus grand nombre. Parce que le progrès n'a de sens que s'il est partagé, s'il n'est pas facteur de renforcer les inégalités qui minent déjà bien assez la promesse républicaine. Et donc par cette action-là, on le permet, on partage cette information et ce guide auprès des patients, auprès des familles, de leur entourage, auprès des professionnels de santé, va être un formidable vecteur de diffusion de cette innovation. Et puis, bien évidemment, il y a les questions éthiques. Il y a les questions éthiques parce que ces progrès, avec les data, avec
ça a été abordé par plusieurs des intervenants aujourd'hui, pose énormément de questions. Comment on fait face à un diagnostic? Comment on le partage pour soi, pour ses proches? Et puis être face à cette évolution, qu'est-ce que ça dit de sa future vie? Et donc ces questions-là, évidemment, il faut qu'on se les pose, il faut qu'on les partage, mais ce n'est pas des questions de spécialistes. C'est des questions qui nous concernent tous et toutes. Et c'est des questions sur lesquelles il nous faut progresser en termes de démocratie en santé. Et là aussi, nous, mutualistes, on a un certain nombre d'antécédents en la matière par les dispositifs, les actions que l'on peut mener. Et donc, je crois qu'au travers de cette démarche, on voit pleinement l'utilité des mutuelles qui dépasse bien la question de la redistribution prestataire, qui est évidemment essentielle, qu'il faut que l'on maximise. Mais l'utilité des mutuelles, elle se détermine aussi par la prévention, par les accompagnements, par l'organisation aussi de services de soins sur l'ensemble du territoire. Et finalement, c'est de tout ça que l'on est fort, c'est aussi de tout ça que se construit la singularité de la mutualité. Étienne disait que ce guide, finalement, il pose la complexité de tout ce que embarque la question de l'oncogénétique, et c'est vrai. On a développé au niveau de la mutualité française un espace fédéral d'éthique au moment de la révision de la loi de bioéthique en 2018. Thierry Baudet, son président à l'époque, a souhaité qu'on inscrive cette réflexion dans la durée. J'ai animé cet espace ces dernières années, et c'est quelque chose d'assez essentiel que de prendre ce temps de recul sur toutes les évolutions techniques, technologiques, scientifiques, médicales, mais aussi dans les évolutions, dans les modes de prise en charge. Parce que l'innovation, elle se fait aussi au travers de l'innovation humaine dans les modes. Et puis, elle interroge aussi les questions sociales, sociétales. Et c'est tout cela qu'on essaye de faire vivre au travers de cet espace fédéral d'éthique. Et au travers de ce que j'ai entendu ce midi, il me semble qu'on a là aussi de nouveaux terrains à questionner quant au rapport entre la responsabilité individuelle et collective, les solidarités par rapport à la manière de solvabiliser un certain nombre de besoins, et le recours à l'utilisation des données, des data, de l'intelligence artificielle en santé. Comment on va nourrir finalement, au travers de l'éducation populaire et citoyenne en matière de numérique, ce lien de confiance indispensable si on veut que davantage de nos concitoyens utilisent ces évolutions en toute confiance, acceptent de partager ces données pour faire progresser la recherche et la science. C'est absolument essentiel. Et nous qui sommes des tiers de confiance avec celles et ceux qu'on protège, on peut être des facilitateurs dans cette évolution. Et puis, dernier élément, la mutualité, au-delà de tout ce qu'elle apporte en termes de bien commun à l'ensemble de la société, à l'intérêt général, à la santé publique, elle élabore aussi des outils utiles entre ses adhérents. La Fondation de l'Avenir en fait partie, mais ces dernières années, on a aussi mis en place le Mutuel Data Hub pour faire en sorte qu'on compile les données de l'ensemble des mutuelles pour nourrir des travaux de recherche. Et je vois au travers les travaux qui ont été présentés aujourd'hui, là aussi des synergies, des liens possibles entre notre action au quotidien, la manière dont les mutuelles veulent ancrer l'action mutualiste dans la modernité et la capacité à contribuer à ces travaux de recherche. En tout cas, moi, je veux vraiment remercier la MASFIP, la Fondation de l'Avenir, l'ensemble des chercheurs qui ont œuvré, français comme canadiens, à tous ces travaux, les patients aussi, ambassadeurs, ambassadrices, qui ont aussi accompagné ce projet-là.
Je pense qu'on voit là toute l'importance de la coopération, de la participation, de la nécessité d'associer tous les acteurs pour l'émergence de bonnes solutions. Et je pense que ça doit nous inspirer sur le fait qu'on n'a pas besoin de plus de verticalité pour faire évoluer le système de santé, pour faire en sorte qu'il réponde aux besoins du moment et surtout aux besoins d'avenir. Mais on a besoin au contraire de davantage d'horizontalité, davantage de coopération. Et pour nous, mutualistes, ça ne peut que résonner dans notre ADN, qui est une ADN d'entraide, d'aide et de solidarité. C'est pas évident de conclure. En fait, on n'a pas du tout envie de mettre un point final à cet événement. Je pense qu'au contraire, on va plutôt projeter cet événement vers la suite. On est ravis d'avoir réuni autant de contributions et autant d'expertise au sein de cet ouvrage Regards croisés en oncogénétique. On est ravis de le livrer aujourd'hui au grand public. Il sera largement diffusé dans les territoires dans les semaines qui viennent. Il sera également mis en ligne sur le site oncogénétique.fr qui a été construit il y a déjà plusieurs années entre la MASFIP et la Fondation de l'Avenir. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition toutes et tous autour de la table, et puis ceux qui voudront nous interroger par la suite pour répondre à toutes vos questions et prolonger ces débats. On continuera les travaux dans le cadre du Fonds Avenir MASFIP, bien sûr. Et puis sur l'ensemble des sujets portés par la Fondation, ce lien avec le patient, cette recherche qui est menée pour et avec le patient, sera aussi le thème de notre congrès en décembre de cette année, en décembre 2021. Et donc évidemment, nous serons aussi ravis de vous accueillir et d'avoir de vous inviter à cet événement qui est l'un des temps forts de la Fondation. On voit bien, en travaillant autour du patient, qu'on répond ainsi à notre manière, avec nos moyens, à la définition de la santé dans la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et finalement, en réunissant les regards croisés sur l'éthique et l'oncogénétique, on se soucie et on prend soin de toutes les dimensions du patient avec le soignant. Et je pense que c'est la meilleure preuve qu'on pouvait apporter. Donc merci encore à tous de vous être réunis autour de ces questions avec nous.